Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast. Si vous aimez les sports de glisse et l'aventure, vous êtes au bon endroit. Je suis Mathieu et pour cette fat interview, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir la bande la plus cool du surf français, les Lost in the Swell. Lost in the Swell, c'est l'histoire de 3 surfeurs bretons, Ronan, Ewen et Aurel, en quête de spots vierges autour du monde. Entre grosses looses, sessions alone et rencontres exceptionnelles, on se régale à les suivre partir en autonomie à la découverte de régions encore inexplorées en mode système D. Lost in the Swell, c'est aussi une volonté affichée de retourner aux racines du surf moderne et de revivre l'époque fantasmée de Endless Summer où les spots étaient vides. Ewen et Aurel nous ont fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau de Mordu pour un épisode exceptionnel. C'est parti pour cette nouvelle fat interview. Ewen et Aurel, Lost in the Swell. Salut Ewen, salut Aurel, bienvenue sur Mordu. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super heureux de vous accueillir. J'adore suivre vos aventures. Alors pour que les auditeurs comprennent bien à qui on a affaire, est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez vous présenter l'un et l'autre ? Salut, moi c'est Ewen, donc j'ai 38 ans, je fais partie de Lost in the Swell, je suis un des 3 protagonistes, un des surfeurs. Et voilà, brestois d'origine, on entend mon accent, et breton de cœur, voilà. On le surnomme Ouin aussi. Ouais, pourquoi on le surnomme Ouin ? Ah bah ça, c'est à lui de répondre. Hein. Bon, ça n'a pas cherché très loin, contrairement à Nono, qui peut prendre 1 heure pour expliquer son surnom. On va y aller. Moi c'est Ewen, Ouin, voilà, Ouin, Ewen, Ouin, voilà, c'était un petit dérivé. Ouais, c'est surnom de pote d'enfance, quoi, on va dire. C'est vrai que Ronan Gladu, qui est pas là, notre caméraman, monteur, vidéaste, avec Ewen, ils sont potes depuis le collège. Ouais, la 6e. La 6e, ouais. Du coup, voilà, ça vient de ton crew, un peu, de ce crew-là, le Ouin. Voilà. Bon alors et toi Aurel, parce que je te disais offline là tout à l'heure, je suis paumé parce que donc Aurel, t'es un des 3 de Lost in the Swell et ton surnom c'est Nono, mais alors ça n'a rien à voir avec Aurélien. Ouais. Mais d'habitude je le raconte pas trop ce truc-là, surtout que c'est peut-être un peu chiant. Non, en fait, moi j'ai aussi mes potes d'enfance avec qui je faisais beaucoup la fête et du coup c'était passé de Nono à Norels, de Aurel à Norels et petit à petit en rapport un peu à la teuf, ça s'est transformé en Nono limite en fait, voilà. Ça vient vraiment purement de comment j'aime faire la teuf et du coup tout le monde m'appelle Nono maintenant. Ouais, j'aime bien moi Nono limite. Bah, je vais garder ça, je vais me permettre de t'appeler Nono alors comme dans les vidéos Lost in the Swell. Moi je te connais comme ça, je me permettrai du coup. Mais c'est rigolo parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui suivent Lost in the Swell et aussi beaucoup de jeunes et autant quand on t'appelle par ton surnom, t'as tendance, il y a un petit côté affect familial, du coup tu réponds pas de la même manière, t'es pas spontané dans la réponse de la même manière et c'est vrai que quand il y a des gamins qui m'appellent Nono, ça fait bizarre parce que c'était plutôt mon surnom de teuf et du coup quand t'as les kids qui me disent Nono, tu sais, je me retourne comme si c'était un pote de longue date et en fait non, pas du tout, c'est un kid qui suit Lost in the Swell. Énorme. Alors on est là pour cette fin d'interview ensemble. Est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer comment a émergé le projet Lost in the Swell, comment ça a commencé tout ça ? Waouh, bonne question. Comment ça ? En fait, Ewen et Ronan, donc comme on disait, sont potes d'enfance. Ewen, il vient du skate et Ronan Gladu donc s'est mis à la photo avec le temps. Moi, je les ai connus un petit peu plus tard, donc je surfais déjà aussi depuis aussi longtemps qu'Ewen. On a commencé vraiment tout jeune et on a commencé à faire des photos avec Ronan. Et en fait, on a des amis qui ont écrit un livre qui retrace, on va dire, les années 80 et 90 sur le surf et la planche à voile en Bretagne, ça s'appelle Cornog. Et en fait, on a décidé tous les 3 de faire la suite, mais pas en livre, mais en film. Et donc, on a fait la première vidéo sur le surf en Bretagne, qui s'appelle Baravel. C'était 1 an de tournage, 4 saisons, 4 départements. Et voilà, en fait, on a sorti la vidéo avec Surf Session. De là, on s'est dit que c'était plutôt sympa comme vie de surfer, de faire des images tous les 3. Donc c'était sous forme de DVD à l'époque. Ça nous a donné un peu la méthodologie pour aller chercher des partenaires, un peu de sous pour payer à l'époque, c'était payer les pleins de voitures pour aller faire le tour de la Bretagne. Voilà. Et de fil en aiguille, on s'est dit... Vous aviez quel âge à l'époque ? C'était quelle année ? Là, jeune 20 ans, là, ouais. 20, 22, je sais pas. Un truc c'est ça. Ouais. Et donc de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas continuer, essayer de voir ce qu'on pouvait faire comme trip par la suite.
Et en fait, on est à ce moment-là, Ronan, il commençait vraiment à bosser dans la photo et dans la vidéo pour de vrai, professionnellement. Et Ewen et moi, on est tous les deux des profs de skate. Ewen est prof de skate et moi de natation. Et à l'époque, on bossait pour une marque qui a disparu, hélas, qui s'appelait Cana Beach. Et on était à Brest tous les trois. Et du coup, en fait, on était sponsor par Cana et en même temps, on était stockman. Donc en gros, quand un magasin avait besoin de se faire livrer des fringues, on était dans les stocks de Cana Beach, on avait nos skates et du coup, on allait chercher dans telle rangée, telle pièce qu'on mettait dans les cartons et qu'on expédiait pour du réassort. Et donc, en fait, on s'est dit avec les gars, pourquoi on partirait pas faire un vrai surf trip où on essaierait de se mettre en autonomie, c'est-à-dire sur une île déserte, pour survivre et surfer, voir si on était capable de se dégager du temps au quotidien tout en allant surfer, se prouver si on était capable de survivre et de surfer donc. Et on est parti avec un peu d'argent que Cana Beach nous avait donné et on s'est fait déposer par des pêcheurs sur une île déserte quelque part, on va dire aux alentours de la côte de Sumatra et on en a fait un film qui est sur notre chaîne YouTube Lost in the Swell et on l'a appelé Désillusion. Et pour ceux qui sont pas allés la voir, il y a déjà un sens dans le titre qui donne beaucoup d'infos. Un de vos films que j'ai adoré, c'est Eldorado. Vous partez à la recherche d'un spot, alors je sais plus où c'est, mais c'est en Amérique centrale, je crois. Voilà, oui. Ah, tu dis pas où c'est? Non, jamais. Parce que j'ai cru reconnaître quelques serpents notamment. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez cette quête depuis le début du spot ultime. Est-ce que cette quête, elle est aussi forte aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez quand vous partez dans une destination? C'est un peu la quête de l'aventure, donc c'est un peu l'excuse que d'aller chercher des vagues qu'on a repérées sur les cartes satellites. Voilà, de cette quête-là, la quête de l'inconnu. Et après, c'est ce qui marche aussi dans nos vidéos, c'est parce qu'on raconte pas uniquement le moment de la session, mais il y a toute l'approche, la rencontre, des valeurs qu'on essaie de véhiculer, et le côté pote, le côté que Ronan, le réalisateur, fait aussi le montage, et donc c'est d'une manière très naturelle qu'il le fait, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reflètent à travers nous, qui peuvent se projeter à travers les aventures qu'on fait, parce qu'on se définit plus comme des sportifs de gros niveau que de haut niveau, et donc donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a envie de partir. Et c'est vrai que quand on revient sur son canapé, quand on est content de revenir un peu dans le confort, mais on a vite envie de repartir. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, c'est assez difficile de s'arrêter. Donc je pense qu'on n'est pas encore prêt de s'arrêter, mais on va prendre peut-être changer un peu de cap, peut-être lever un peu le pied sur l'avion, parce qu'on essaye de véhiculer des valeurs environnementales à travers les moyens de transport qu'on utilise, le vélo, les ânes, à pied, comme l'Eldorado. Et du coup, c'est assez paradoxal que d'aller à ces endroits-là en avion et de communiquer sur l'aspect de l'environnement. Donc on ne veut pas partir dans l'extrême, on ne veut pas arrêter non plus totalement l'avion, mais on a envie de réfléchir à partir à l'aventure, peut-être de la maison, différemment. Et est-ce que si vous trouviez vraiment la destination parfaite, vous verriez partir de Bretagne et vous installer? C'est la Bretagne la destination parfaite. Ah voilà. C'est ça qu'il faut dire. C'est une bonne question. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, qui nous suivent. C'est vrai qu'on a fait des trips dans l'eau froide, dans l'eau chaude, à la voile, à pied, enfin voilà, comme disait Ewen. Mais on nous dit c'est quoi votre trip préféré? Mais en fait, chaque vague est unique, chaque aventure qu'on a fait sont particulières. En fait, c'est dur de trancher sur les super vagues qu'on a eues aux îles Salomon, mais qui étaient dans l'eau chaude au-dessus de la barrière de corail. Qui, à l'autre bout, quand on était en Patagonie, on a découvert la vague qui était en bas d'un glacier où l'eau était franchement vraiment gelée et la vague était tout aussi incroyable. En fait, c'est dur de comparer un trip à un autre. En fait, c'est pas faisable en fait. En fait, tous les trips sont incroyables, que ça soit au départ de la maison et dans son département, que traverser la France, que aller surfer une autre vague, je ne sais pas où en Europe ou à l'autre bout du monde. Mais on n'a pas besoin systématiquement, on n'a pas besoin de prendre l'avion pour se dire que c'est une aventure. L'aventure, elle commence déjà chez soi en fait. Ouais, mais vous n'avez pas la quête de ce spot incroyable pour monter un hôtel et vous installer là-bas. C'est pas l'idée. Non. Bah si, c'est un peu ça. L'Eldorado, c'était de partir à l'endroit un peu du spot parfait. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans. On a découvert des endroits incroyables et du coup, on aimerait bien vivre le rêve de tout surfeur que de s'installer devant une vague parfaite et prendre notre retraite là. Plutôt que de faire un hôtel, c'est plutôt une maison de retraite pour nous trois. Et c'est un peu aussi l'excuse que d'essayer d'apporter des solutions à l'échelle de chacun pour réduire notre impact. Donc à travers l'habitat, des solutions autour des low-tech, etc. Et donc c'était un projet qu'on voulait mettre en place pour justement
apporter ces solutions-là à notre public. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé l'endroit parfait. On est parti assez souvent, assez partout, et on se dit de plus en plus que est-ce que c'est pas chez nous, au final, qu'on aurait envie de faire ça. Vous parlez de cette EHPAD là, pour les Lost in the Swell, cette maison de retraite de surfeurs. Vous vous installez tous les trois, enfin, je veux dire ensemble. Vas-y. Tu vois, non. On est un beau couple, on est une petite famille à trois, mais on a quand même nos maisons et nos chéris. Ah bon ? Oui, carrément. Enfin, l'idée, ce serait vraiment d'avoir un camp de base avec des solutions pour être autonome et réfléchir aussi à des solutions, développer des solutions. Pourquoi pas que des gens viennent voir ce qu'on fait, mais sans forcément faire un business. C'est vraiment à l'échelle personnelle. Et à notre époque, surtout après l'accélération qu'il y a eu avec le Covid, et je veux dire l'accélération au niveau de l'immobilier, et les gens de notre âge qui n'ont pas pu acheter, c'est compliqué. On a plein de potes qui sont encore en loc, qui aimeraient bien accéder à la propriété et qui peuvent pas. Et donc on va essayer de partir à la recherche de solutions alternatives justement pour y arriver. Et on pense que l'habitat, un habitat léger, autonome, peut vraiment plaire, intéresser les gens. Et nous, on a envie d'orienter notre vie aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'invitent, qui vous disent « Ah, j'aimerais bien partir avec vous quand est-ce que... Ouais. Ouais, depuis le début. Mais un pote médecin, ouais, ça pourrait vous servir, un médecin. L'histoire de cette maison autonome, de trouver l'Eldorado et pas l'Eldorado, comme tu l'as cité. Il y a plein de potes on a des potes chaudronniers, tous les corps de métier, on a des potes qui sont dans tous les corps de métier et qui rêvent d'avoir la vie qu'on a et qui aimeraient bien amener une petite pierre à l'édifice. Et on a beaucoup de propositions, même par mail, de gens qu'on connaît pas. Hein. Amenez-nous, j'en ai marre d'être ici, vous avez une belle vie. Y a pas, voilà, on fait rêver. C'est vrai. C'est ce qu'on leur répond. Bon, en tout cas, nos potes, on essaie de les intégrer, ou en tout cas de faire des trips avec eux, même hors caméra. Et des gens qui nous écrivent dans ce sens-là ou qui veulent vraiment participer à nos aventures, on leur dit écoute, la formule, c'est trouver des bons potes avec qui tu sais que tu peux partir. Peut-être que des potes qui peuvent vivre des aventures un peu extrêmes. Et il suffit de le faire, d'avoir envie de le faire. Et voilà, c'est pas forcément qu'avec nous, c'est juste aller au bout de son rêve. On n'a jamais trop réfléchi à ce que ça allait nous amener de faire ces aventures-là. Au contraire, qu'on ait 20 ans, qu'on partait sur notre île déserte pour faire un film sans argent. À l'époque, Canal Beach nous avait filé 3 000 €, ça nous a juste payé les billets d'avion. Donc c'est pas non plus des trips qui sont hors de portée des mains de personnes. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah tiens, pour une fois que ça t'arrive. Non, ce que tu disais, c'est que les personnes qui te contactent en disant voilà, je veux partir avec vous, votre vie me fait rêver. Toi, ce que tu leur réponds, c'est que mais c'est à portée de tout à chacun, de fédérer 3 potes, d'acheter des billets d'avion et de partir à l'aventure, quoi. Mais on peut le faire avec son petit copain, sa petite copine. Il n'y a pas besoin d'être forcément le trio que nous sommes. Hein. Nous, comme dit Ewen, on a fait une aventure, une deuxième, une troisième. On a compris même si c'était dur entre nous sur le moment, le quotidien, la survie, qu'on s'entendait bien parce qu'on n'a pas les mêmes. On est différents, on a des caractères différents. Avec le temps, on a appris petit à petit que l'un n'aimait pas faire ci et que l'autre un peu plus. Donc on a trouvé un peu nos tâches, on a trouvé un peu qui on était au sein du trio. Il n'y a pas le leadership, il n'y en a pas un qui commande. On a chacun notre mot à dire. Et en plus, il faut qu'on soit tous les 3 d'accord pour valider une action ou valider une réponse. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre trio, c'est qu'on s'est remis beaucoup en question, ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes et sur le groupe. Et petit à petit, les planètes se sont alignées, les partenaires ont suivi, la communauté aussi. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive à être ici présent avec vous maintenant. C'est quoi la qualité indispensable et au contraire le défaut rédhibitoire pour intégrer le crew? En fait, on a des potes avec qui on s'entend super bien, genre en Bretagne, et on sait très bien que si ils venaient en trip avec nous, ça serait vraiment des gros casse-couilles. Ça, on sait d'avance. Que en fait ça matcherait pas. En fait ça match ici parce qu'il y a le confort, il y a la vie, les habitudes, les machins. Mais c'est vrai qu'on s'est mis dans des situations très inconfortables, on s'est fait peur, vraiment très peur. Et faut dire aussi que ça paraît super bien à l'image, mais derrière c'est quand même genre le Gabon notamment. Les 3 mois au Gabon sur la côte où on s'est fait charger par des éléphants, par les hippopotames, c'est de la vraie survie. Il faut aller chercher de la flotte, la filtrer, il faut maintenir un feu jour et nuit. En fait nous on se connaît suffisamment depuis tellement longtemps qu'on sait qu'il y en a un déjà qui se lève du pied gauche, on sait tout de suite qu'il
faut faire et pas faire. Et le fait de bien se connaître soi-même et de bien connaître le trio que nous sommes, eh ben, ça fait que ça matche bien. C'est qu'on arrive à anticiper les faiblesses des uns et des autres, et ce qui nous permet d'avancer petit à petit et d'arriver au bout des aventures. Alors du coup, je me demandais, c'était quoi votre plus grosse engueulade ever? Ah ouais, Bonne question. ça on dit pas d'habitude. Hein. Nous, tout se passe bien. C'est vrai que ça l'est pas dans les vidéos. Parce que c'est des moments déjà assez durs à vivre et c'est pas le moment où tu vas sortir la caméra Bien pour sûr. filmer ton pote en train de te pourrir. Et c'est pas des grosses engueulades en fait, c'est ce que dit Nono, c'est qu'on est dans des moments de fatigue extrême où il faut prendre des décisions. Genre t'as roulé 8 heures dans la journée le long des plages gabonaises, t'as croisé 15 éléphants, 10 buffles et la moitié t'as chargé. Il commence à faire nuit, tu sais pas où t'es, on n'a plus d'eau. Donc il faut poser la tente, faire le feu. Une fois que tu as fait le feu, il faut faire à manger, aller faire de l'eau. Voilà, il y a des moments où il faut décider à quel endroit tu vas te poser. Il y en a il dit blanc, l'autre il dit noir. C'est J'ai l'impression que le Gabon, ça a été bien stressant. Ouais. c'est le voyage le plus extrême qu'on ait fait dans le sens où il y avait énormément d'animaux sauvages. Et voilà, une nature qui était largement au-dessus de nous. On se retrouvait plus en haut de la pyramide. Bien au contraire, et donc donc déjà ça c'était une notion de danger qui était assez intense pour nous. Et après on a roulé plus de 8 heures par jour. On avait des fat bikes fat bike chargé avec la remorque, tout le matos, ça a pesé 70 kilos. Moi j'en fais 68, donc tu vois, c'était assez lourd à porter. Et le tout sans entraînement, hein, donc au fur et à mesure des kilomètres et des jours, on a quand même mieux roulé, c'était plus facile à supporter. Mais on s'est vraiment pas du tout en allé vers un danger omniprésent, et donc on était vraiment dans une grosse fatigue. On s'est retrouvé dans des stress hydriques, donc plus d'eau à boire. Au niveau de la nourriture aussi, c'était assez chaud. Donc quand t'as soif, quand t'as faim, et quand t'es fatigué, c'est sûr qu'il y a des moments où ça clash, quoi. Ouais, c'est évident. C'est évident. Mais en fait, de toute façon, physiologiquement parlant, quand tu es déshydraté, ton cerveau il marche beaucoup moins bien. Et du coup, il y a toutes tes humeurs, tu n'arrives pas à les contrôler. Et au lieu de se foutre sur la gueule, on a appris à les bouder un peu plus loin. Et puis une fois que ça va mieux, que tu es redescendu, tu reviens. Et voilà. Ça fait partie de l'aventure aussi, ouais, c'est normal. En fait, le chiffre 3 est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai ça. Parce que ça évite de faire... ça évite d'avoir des... Un double binôme. Voilà, donc ça évite d'avoir des crews, ça évite d'avoir deux clans. Et s'il y en a un dans les trois qui boude, tu peux te dire qu'il va revenir. Dans tous les cas, c'est toi qui as les allumettes, c'est toi qui as le réchaud. Ouais. Et ça, on l'a appris avec le temps que c'est un super chiffre. D'être 3, c'est bien. C'est un tabouret, et voilà. Alors qu'une chaise, non, n'importe quoi, on part trop loin. Non, mais c'est vrai. C'est un bon nombre. En tout cas, ça c'est certain. Ça fonctionne vraiment bien. À 3, ça marche bien, ouais, vraiment. Je me demandais s'il y avait des gens qui avaient envie de venir. Moi, c'est vrai que quand je regarde, je vous avoue, je me dis hop, je crois que je tiens pas 3 jours parce que ouais, vous mettez en avant les galères. Il y a des trucs, on se dit ça doit pas être toujours fun, mais c'est ça qui est énorme. Et puis le côté loose, galère que vous mettez bien en avant fait que c'est les souvenirs, et c'est absolument canon. Il y a un autre film que j'ai bien aimé, c'est un des derniers où vous partez avec Corentin de Châtel-Perron sur son voilier ultra low-tech. Alors là, on est dans le paradis du low-tech, quoi. C'est-à-dire Corentin, déjà, cette espèce de géotrouve-tout là, qui fait tout pousser lui-même sur son bateau. Enfin, c'est juste incroyable. Et alors, il a ce bateau qui a même pas de marche arrière. Enfin, il y a un moteur, mais il doit avoir 3 chevaux dessus. Ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est vraiment pratique un voilier sans moteur pour faire du surf? Vous vous mettez quand même dans des galères pas possibles pour surfer, quoi. Ah oui, c'est sûr. Après, franchement, l'aventure avec Coco de Châtel-Perron, les low-tech sur son bateau Nomade des mers, nous, on l'a trouvé très confort. Parce que le bateau, il est grand, il est stable. On avait chacun notre cabine. Il a fait super bon, super chaud. On avait de la place pour tout faire. Et c'est plutôt une aventure pédagogique autour du low-tech, où d'ailleurs, on démontre beaucoup que les low-tech de Coco fonctionnent et qu'ils sont adaptés à n'importe qui, et aussi à nous, entre guillemets, sportifs, encore une fois, de gros niveau. On l'a pas trouvé dur, en tout cas, cette aventure. Mais elle est pas comparable, encore une fois, aux autres. On peut pas comparer, même à celle des Salomon, on était vraiment très loin tous les 3 sur un tout petit trimaran. Je sais pas, vas-y, Wanwan. L'approche, en bateau, qui est une marche arrière ou pas, reste très difficile pour accéder au spot de surf, parce que tu arrives derrière le spot, donc tu vois les vagues de derrière, et c'est très dur de se rendre compte de la forme de la vague de derrière. Et aussi, en général, un capitaine d'un bateau cherche un endroit abrité pour
y mettre son bateau et nous, on lui demandait d'aller aux endroits les plus exposés. Donc, c'est vraiment pas fait pour ça. Et c'est assez compliqué. Et ensuite, Coco, lui, vraiment, il se sert de son bateau comme plateforme pour développer les low-tech et pour aller à la rencontre de chercheurs, d'inventeurs de low-tech. Donc, il a fait un tour du monde de 5 ans. C'est pour ça qu'on l'a rejoint pendant une des étapes. Et donc, voilà, lui, contrairement à Erwan, un autre skipper avec qui on était, qui a également fait un tour du monde, qui lui, il est à fond, son bateau, c'est toute sa vie, le lustre, etc. Coco, lui, il est à fond sur ses low-tech. Et voilà, et le bateau, c'est vraiment la plateforme. C'est secondaire presque. Voilà, que ça avance ou pas, vite ou pas, il s'en fiche du moment qu'il peut développer son désalinisateur solaire, son four solaire, donner à manger à ses grillons, essayer de chasser une des 5 fourmilières qu'il y a à bord, etc. quoi. Mais je trouve que c'est du coup vraiment un des paradoxes, hein, c'est que vous le développez, moi c'est quelque chose aussi dont j'ai conscience maintenant, c'est essayer de moins prendre l'avion pour aller rider, mais c'est vrai que quand t'aimes ça, le surf, le kite, le ski, on est hyper dépendant du CO2, des moteurs. Le voilier comme ça à la voile, c'est super, on se dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, mais on est très vite rattrapé par les difficultés du réel, quoi. Le bateau, c'est mieux d'avoir un bon gros yacht pour aller surfer et aller sur un pic que d'avoir un voilier avec du vent, quoi. Parce que quand il y a du vent, du coup les vagues sont pourries. Tu vois, c'est l'enfer en fait, quoi. C'est une vraie difficulté. Je crois d'ailleurs vous avez un projet assez rigolo qui va arriver. Je sais pas si vous pouvez en parler avec le camion de pompiers. Oui, on peut. Hein. On peut parler de notre dernier trip. En fait, on a rejoint donc Erwan, dont je parlais tout à l'heure, Erwan Lelan, donc à bord de son bateau Maewan, qui fait un tour du monde depuis 7 ans. Et donc, on l'a rejoint en Patagonie. Donc, il y a 1 an et demi, on a sorti un film autour de ça. On a eu des super vagues, c'était dingue. Et en gros, Erwan, depuis, il a passé le Cap Horn, il est remonté, il a été pendant 1 mois en Amazonie. Et en gros, pour sa traversée de l'Atlantique, il nous a proposé de le rejoindre au milieu d'îles qui se situent au milieu de l'Atlantique et ensuite de rentrer de ces îles-là jusqu'en Bretagne. Et donc c'est ce qu'on a fait là, on a mis le pied à terre il y a quelques semaines et en gros on a passé plus de 10 jours avec lui pour clôturer son tour du monde en bateau, donc il y avait plus de 80 km/h de vent, 4-5 mètres de houle, c'était ultra sport, clairement l'avion c'est beaucoup plus confort, mais c'était vraiment chouette que d'arriver à la maison en bateau dans ce sens-là et donc c'est ce qui nous a aussi, on avait conscience de ça depuis longtemps, mais c'est ce qui nous a aussi motivé à lever un peu le pied sur l'avion, etc. et à réfléchir à un nouveau projet qui pourrait nous permettre de partir à l'aventure de la maison, tout en respectant un peu plus l'environnement. Et donc le nouveau projet de Lost in the Swell qui va se faire sur plusieurs étapes et plusieurs années, on l'appelle le Nigloo Frit. Alors Nigloo, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire hérisson pour les gens du voyage, pour les gitans, pour les manouches qui mangent. Alors le hérisson, vite fait, c'est quand même une espèce protégée depuis 81. Il y en a à peu près 2 millions qui disparaissent en France par jour parce que la plupart des gens passent leur temps à les écraser sur la route, mais c'est aussi parce que leur habitat il est de plus en plus pollué et c'est particulièrement à cause de l'homme. Et donc l'idée, c'est de rouler à l'huile de friture. Donc en gros, on a acheté un camion aux enchères il n'y a pas plus tard que 10 jours, un gros camion de pompiers qu'on va raménager cet hiver et on va partir au printemps prochain pour faire toute la côte bretonne, rencontrer des ambassadeurs, bien évidemment, des artistes de chez Posca qui est aussi un partenaire. Et l'idée, c'est d'aller aussi rencontrer des acteurs qui sont aussi dans cette mouvance-là, de les interviewer et de faire aussi le plein. Et donc le camion, la particularité, c'est qu'il pourra rouler à l'huile de friture. Et donc c'est la touche environnementale qu'on apporte dans ce prochain projet. Et du coup, il y aura le Nigloo 1, 2, 3, 4, parce qu'on va faire vraiment tout un tour d'Europe avec le camion par la côte. Même pas, on va aller se balader avec. Alors du coup, c'est quoi cette technologie là d'huile de friture? Le truc, le moteur fonctionne, il existe Ah ouais, bien sûr, ouais. Dans les vieux véhicules, il y a plein de gens qui ont déjà roulé à l'huile de friture, à l'huile végétale. Ça se fait. Il y a même des paysans qui le mettent dans leur tracteur. Enfin, c'est pas tout à fait légal, mais on va le faire quand même. Alors ça dépend par qui, hein. La France l'interdit, mais pas l'Europe. Donc en gros, la France n'a pas le droit de l'interdire. Et donc n'importe qui peut mettre de l'huile de friture sur réserve qu'il ait un moteur diesel et qu'il soit pas trop récent. Donc faut pas qu'il y ait de turbo diesel injection. Là, faut pas que ce soit un TDI, faut que ce soit plus vieux que ça. Et après, il faut au pire changer la pompe à injection pour qu'elle soit un peu plus costaud parce que l'huile de friture est un peu plus visqueuse que du diesel. Donc c'est juste une histoire d'injection.
Et ensuite, nous, on va pas rouler à 100%, on va rouler entre 40 et 50% d'huile de friture et le reste de diesel. C'est ce qui permet... c'est plus abordable, en fait, c'est plus facile pour mettre de l'huile de friture. Sinon, on peut rouler à 100%, mais là, il faut carrément avoir tout un système de préchauffage, ça devient beaucoup plus compliqué. Et nous, notre but, c'est vraiment de rendre ce qu'on fait accessible par tout le monde et de motiver les gens à embrayer aussi de la même manière. Ah bah du coup, on va pouvoir dire aux copains qui ont un gros Volvo break des années 80 qui crament 20 litres au 100 qui peuvent se mettre au green là. Ah bah complètement, ouais. Ça marchera, hein, c'est sûr. Ça sent juste l'huile de friture sur ton passage, quoi. Ouais. Mais c'est toujours mieux que le diesel. Hein. On va pas nommer le fabricant de junk food que tout le monde connaît, qui est autour du rond-point, des ronds-points, machin, mais eux, ils ont fait une grosse campagne de pub, justement, où ils disent qu'ils récupèrent leurs huiles et ils les retransforment en biocarburant, ouais. Donc ça se fait déjà, ça va se faire de plus en plus. Et voilà, c'est un sujet qui nous plaît. Et puis encore une fois, comme disait Ewan, c'est pas qu'on a assez voyagé, mais on veut moins prendre l'avion. On habite dans un super endroit et de démarrer une aventure au départ de la maison et d'aller découvrir encore des superbes choses, des super beaux endroits que la France peut nous offrir et même ailleurs en Europe. En fait, on peut le faire tout en roulant d'une manière un peu plus écologique, on va dire, quoi. Super projet, j'ai hâte de voir ça. Ça va être rigolo, ouais. On va bien faire les cons, je pense. Puis voilà, vous allez parler de hérissons aussi, du coup. Oui, carrément, ouais. Du coup, ouais, voilà, c'est un vecteur pour communiquer, pour aller rencontrer des gens. Est-ce qu'on va garder l'échelle des pompiers? Ça va une question. Alors attends, je vais poser la question. Oui. Très bonne question de la production. Est-ce que vous allez garder l'échelle? En fait, c'est un Renault Master rehaussé rallongé, donc c'est un camion, c'est pas le camion dont rêvent tous les petits-enfants. Hein. Et les petites filles? Parce que donc c'est un ancien camion de communication des pompiers. Donc il est rouge, il n'y a pas le gyrophare, je pense qu'on va en rajouter un, parce que c'est quand même important pour nous. Et ni la panoplie de pompiers, du coup. Non, voilà, mais on peut acheter aussi... on va pas faire les Bee Gees sur tous les spots de France. On va vraiment passer pour... J'aime bien, moi. Ce qu'on n'est pas, ouais. Donc voilà, nous c'est un moyen d'aller rencontrer des gens qui essaient de chercher des solutions alternatives à travers l'huile de friture qu'ils récoltent. Et le délire du Niglou frites, c'est pas de faire la promotion d'un nouveau plat. Non. Au contraire, voilà, c'est de prendre un peu à contre-pied, de communiquer là-dessus et d'essayer de trouver des solutions pour protéger les hérissons. Mais les hérissons, voilà, c'est juste un témoin de l'environnement, donc pour protéger l'environnement en général, quoi. Excellent. Je vous propose un petit instant QCM, messieurs. Oh non. Ah si. Oh non. Vous allez voir, c'est d'une violence en termes de culture générale. Il va falloir que vous soyez vraiment bons. Vous êtes prêts? Il faut me répondre du tac au tac sans réfléchir. C'est horrible ces trucs. Vas-y. Lost in Translation ou Very Bad Trip? Very bad trip. Insecte grillé ou bière à base d'urine? Bon, bien à base d'urine. Voilier sans moteur ou charrette à bras? Voilier sans moteur. Gueule de bois ou gros gueuleton? Oh, gros gueuleton. Ta bite ou mon couteau? Les deux. Et pour finir, la première pensée réconfortante quand c'est vraiment la loose? Je peux pas le dire, c'est pas légal. Non, je sais que... Ah, c'est bien ça. C'est interdit au moins de 18 ans, c'est ça que tu voulais dire? Ça va, je prends. Ok. Une autre question que je voulais vous poser, c'était... C'était court. C'était pas mal ça en va, fait. ça va, c'était bien. C'était plutôt cool. Fallait pas avoir peur. Non, ok. Je vais revenir sur vos sessions. Je vous ai posé la question de la plus grosse engueulade. Je voulais savoir, chacun de vous, c'était quoi le meilleur souvenir? Là, si on prend l'aventure depuis le début, si tu fais un bilan, c'est quoi le meilleur souvenir? Alors là, il y a Nono qui est en train de se gratter la tête. Il y a Ewen qui a l'air beaucoup plus serein. Bim, c'est pour toi, Ewen, Allez, pour merci. commencer. Ça joue. Eh ben, c'est pas aussi simple que ça. C'est différent. On a vécu... Pour moi, il y a deux trips que je retiens. C'est aux îles Salomon en bateau avec Walaz. Donc là, c'était la liberté absolue d'être seul à la barre et d'avoir des centaines d'îles à découvrir et de spots potentiels. Donc c'était vraiment parfait. L'eau était translucide. Il y avait dès qu'on mettait la tête sous l'eau, des tortues, des raimentas, la pêche et tout. C'était cool. On a vraiment eu des belles vagues. Au niveau des rencontres, c'était incroyable. On a rencontré des Mélanésiens là-bas qui vivaient dans des lagons, qui construisaient leurs propres îles. Donc niveau expérience, c'était fou. Et après le Gabon, aller à un endroit comme ça, en fait c'est une des dernières forêts primaires côtières de la planète. Donc une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme et qui est en bordure de plage. Donc quasiment personne n'a été là-bas. On a été à des endroits où très peu d'humains ont été.
Et donc on était parachuté vraiment en pleine nature dans une terre comme si la terre avait été intouchée, quoi. Donc on s'est bien rendu compte qu'on n'était plus en haut de l'échelle qu'on a une chance inouïe de vivre ça à notre époque. Et donc ça c'était niveau du surf c'était cool, niveau aventure c'était ça. Ouais, mais je répondrais la même chose que toi en fait. C'est très bien dit. C'est vrai que aux îles Salomon, de voir les locaux qui vont à la pêche pour récupérer des gros blocs de corail et à force de les empiler, ça a fait des micro-îlots sur lesquels la végétation repousse et ils construisent leur casse. Ça, c'était quand même assez incroyable. Le Gabon, le surpassement de soi, on a fait quand même beaucoup de kilomètres hyper chargés. On roulait à 6-7 km/h max à marée basse. Dans tous les trips précédents, on avait vu pas mal de bestioles dans l'eau. Et le Gabon, c'était aussi pour se dire on aimerait bien voir des animaux terrestres. Bon, là, on en a pris plein la gueule. Je vais pas peser mes mots. On s'est vraiment fait peur. Il y a vraiment des scènes où on s'est vraiment fait courser par des éléphants sauvages. C'était un vrai safari, mais pas dans un 4x4 avec un guide. On était vraiment livrés à nous-mêmes. C'était sacrément engagé. Tout le monde nous l'a dit. On s'en est même plus rendu compte après. Et d'ailleurs, quand on nous pose la question, est-ce que vous retourneriez surfer là où vous avez surfé au Gabon, là où c'était gavé de bull shark et de tous les dangers, en fait, non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On l'a fait une fois, on s'est pas fait bouffer, on n'est pas rentré malade, et c'était très bien. On a vraiment des souvenirs fabuleux. C'était vraiment incroyable. Ouais. Alors ces souvenirs, on va les retrouver dans un vinyle que vous avez sorti. Ah oui. Il y a le vinyle Lost in the Swell. Il y a une dizaine de titres. Alors j'ai adoré la sélection. C'est des titres qu'on retrouve dans le YouTube. Moi, mon titre préféré, c'est Children of the 80s par le Rubrique. Je vous propose qu'on se l'écoute un extrait et puis que vous nous racontiez après d'où est venue cette idée de vinyle. C'était donc un extrait de Children of the 80s par le Rubrique. Alors moi j'adore ce concept de vinyle. Elle est sortie d'où l'idée ? On nous a souvent dit que les BO de nos aventures étaient vraiment dingues, que les musiques étaient bien choisies. À chaque fois on nous demande comment on les a choisies, etc. Donc en général c'est un mélange de retours de potes qu'on a ou de copines qui nous envoient leur best-of actuel et du coup c'est comme ça qu'on les sélectionne et ensuite Nono et Ronus se chargent de contacter les artistes. Mm-hmm. Il y a les labels et compagnie, et il y a la plupart des... Vu qu'on n'est pas une chaîne monétisée et qu'on n'est pas non plus... on nous a jamais demandé d'argent. Juste des signatures en mode, notamment Guts qui nous file de la zig depuis le début, depuis Désillusions, depuis 2009. Et en fait, c'est Vivien qui est devenu un ami, il est directeur chez... Alors du coup, ouais... c'est lui qui est venu... Du coup, c'est Vivien là qui a une maison de disques qui s'appelle Yotanka, ouais. qui est basée à Nantes, voilà. Qui lui produisait à l'époque Kids Francescoli qu'on avait contacté. Oui, voilà. Et du coup, c'était pour avoir les droits de Kids Francescoli qu'on a demandé à Vivien si c'était OK. En gros, Vivien connaissait déjà nos aventures, nous a dit pas de souci. Pareil, Kids Francescoli, c'était assez fan. Et vu qu'on est une association, qu'on n'a pas de but lucratif, et ben ça leur pose beaucoup moins de problèmes de nous céder les droits et donc ils nous demandent pas d'argent, en tout cas pour ceux qui sont sur le vinyle. Et du coup, de fil en aiguille, Vivien il s'est dit pourquoi pas faire une compile sur vinyle des meilleurs tracks de Lost in the Swell. Et donc on a envoyé un mail aux différents artistes qu'on avait en relation pour voir s'ils étaient motivés par le projet. Et 2 ans plus tard, voilà le vinyle qui est dans nos mains en plastique recyclé et en papier, voilà, dont en chair en os. Mais... Ouais. Ouais, on est très fiers. En plus, on savait pas trop comment ça allait fonctionner, comment les gens. Tout le monde n'a pas une platine vinyle à la maison, et on s'est rendu compte que en fait beaucoup de monde en avait, et on en a fait presser 1000, et je crois qu'on en a vendu en 10 jours 400. plus de 400. Ouais.
Donc on passe des journées entières à faire ce qu'on faisait chez Canabitch quand on était plus jeune, à faire du pactage, aller à la poste, à faire péter les plombs aux gens de la poste parce qu'on arrive avec 200 colis d'un coup. Mais c'est super canon. Hein, c'est un bel objet, ouais, carrément. Moi, je l'ai commandé, je l'ai reçu à la maison. Ah, et cool, on a bien fait notre boulot alors. Écoute, j'ai reçu, j'ai trouvé que c'était un super bel objet, ça fait super plaisir. Et donc, et puis la sélection est très cool, donc j'invite les auditeurs à acheter un œil là-dessus parce que le truc est très sympa. Quand vous voyagez pas, vous faites quoi? À part empaqueter des vinyles pour me les envoyer? Ouf. En fait, on fait tellement de trucs qu'on sait même plus par où commencer. Ouais. Bah écoute, on a quand même pas mal de temps libre, donc on fait quand même beaucoup de sport. Enfin, on surfe beaucoup, du moins, on essaie de passer beaucoup de temps dans l'eau. Hein. C'est quand même, c'est un bel équilibre qu'on a. Ewen, il habite à Audierne, moi j'habite à Audierne aussi. On est tous les deux avec nos chéris. Et Ewen, toi, tu passes beaucoup de temps dans ton jardin? Oui, ouais, c'est clair. Déjà préparer les aventures, ça prend du temps. Ah oui, aussi, ouais, si tu passes par là, ouais. Bah ouais, voilà, c'est un peu la base. Non, mais je pensais tu parlais de notre quotidien ou de. Non, alors déjà, peut-être juste même en termes de, si je suis très clair, même en termes de business model, comment ça se passe, comment vous gagnez votre vie, oui. est-ce que vous faites que des trips, j'imagine. Grâce à Oxbow, on a un petit salaire annuel, donc ça nous permet de vivre en grande partie grâce à ça. Faut qu'on a un complément de revenus, donc moi et Aurel, on est prof de surf, donc on donne des cours l'été. Et Ronan, lui, il est médiaman, donc en gros, il embarque sur des bateaux de course et il fait des films de ces courses-là pour les skippers et skippeuses. Et ensuite, quand on rentre, ça nous prend aussi beaucoup de temps de préparer les aventures. Donc c'est de l'ordi, des coups de téléphone, des recherches, etc. Et voilà, de développer des produits comme le vinyle. On a fait aussi des bouquins de nos différentes aventures. Donc il faut écrire, sélectionner les photos, les envoyer. Et après, ouais, sans oublier le surf, voilà, on a quand même beaucoup de temps libre. Donc on n'a pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps. Et pour c'est pas du temps libre, c'est de l'entraînement, quoi. Oui. Sportif de gros niveau. Sportif de gros niveau, oui. Il faut qu'on se maintienne au moins, quoi. Si on peut trop progresser à nos âges, mais en tout cas, on se maintient. Donc ouais, voilà, notre richesse, c'est pas l'argent, mais c'est le temps qu'on a. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on a orienté notre vie autour de ça. Et ça, c'est top. Et donc ce temps-là, on s'en sert pour surfer, mais aussi faire un peu de potager, voilà, bricoler, essayer d'être dans ce mood, cette mouvance d'autonomie, quoi. Donc sortir le nez un peu de l'ordi, du téléphone et être plus dans la nature, et essayer de faire pousser ce qu'on mange, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'avais pas capté la question, mais comme dit Ewen, en fait, le signe de sol nous prend quand même beaucoup de notre temps. C'est presque un taf maintenant. La gestion des partenaires, comme dit Ewen, on passe pas. En fait, on a presque faut préparer le trip, faut faire le trip, et puis après, il y a toute la post-prod, le service après-vente, les médias. On a vraiment, ça prend du temps. Cumulé, c'est un peu tous les jours, en fait, qu'on s'occupe de Lost, ou qu'on communique tous les trois avec Ronan sur oui, non, pourquoi, à quelle heure, pourquoi faire, tout ça, quoi. Non, c'est vraiment c'est devenu un vrai job, en fait, malgré nous. Ouais. On est content, c'est cool. C'est un cool job. Ouais. C'est pas mal. Vivre de sa passion, il y en a pas beaucoup, hein, c'est certain. Surtout, la manière dont. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai zappé, mec, c'était que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on a la chance de faire ce qu'on fait. Au début, c'est pas facile d'aller à contre-courant, c'est-à-dire qu'on a 20 ans, quand on a fait des études, quand nos parents nous disent que c'est important, voilà, de travailler, d'avoir de l'argent, etc. Et qu'on part à l'aventure avec ses potes, qu'on revient, qu'on a mangé du riz pendant 3 semaines et que au final on n'a pas gagné d'argent et que ça nous a pas apporté grand-chose à première vue. Et au final, voilà, le fait d'aller, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que peu importe la passion, si on va au bout de sa passion, qu'on se donne les moyens d'arriver à ce qu'on veut, et ça nous apportera que des bonnes choses. Donc ça nous a permis voilà, de rencontrer des personnes exceptionnelles, pointues, que ce soit dans le domaine de la voile, du vélo, du snowboard, etc. Et donc on a une vie super riche, donc faut juste se donner les moyens et pas hésiter à aller à contre-courant et faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Vous êtes toujours aussi passionné de surf, hein. On avait échangé quelques mails, Ewen, l'année dernière pour préparer une interview, et tu me disais, mois de février, tous les jours vous êtes à l'eau. Ouais, grâce à Oxbow, maintenant on a des super combis. et c'est vrai qu'on est rodé. Nous, le surf en Bretagne, c'est plutôt l'hiver. C'est l'hiver qu'il y a des grosses vagues, donc l'été, il n'y a pas grand-chose. Donc ça fait partie de notre passion, de notre rituel, et c'est clair qu'on s'arrête pas à ça. Ensuite, c'est sûr, on préférait que l'eau soit à 25. Ça nous permettrait de surfer 8 heures par jour, alors que là, déjà, si on va surfer 2 fois par jour, 2 fois 2 heures par jour en hiver, c'est déjà un bel exploit, parce que
c'est quand même assez contraignant, le froid. Ouais, c'est physique. Ouais. Déjà, de surfer une fois, de sortir de l'eau, on n'a plus de calories, on a un coup de barre C'est énorme. dur d'y retourner. Ouais. De remettre la combi mouillée. Enfin, de retourner dans l'eau, mentalement, c'est quand même très, 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 très costaud. Ouais. Faut demander aux sponsors d'avoir une deuxième combinaison. Je voulais pas le dire à l'antenne, mais on a ce luxe. On a ce luxe. On a ce luxe-là. Du coup, c'est moins compliqué d'aller retourner à la flotte l'après-midi. Il y a des potes qui sont tout aussi motivés que nous et qui, eux, remettent la combi avec plein de grêle, tu vois, plein de sable, bien dégueu. Ouais. Mais ils y vont aussi. Il y a un truc qui apparaît, je trouve, aussi dans vos vidéos. Vous êtes prof de surf. Je trouve qu'il y a un truc il y a un peu cette recherche du endless summer, enfin de cette période qui a fait rêver tout le monde, quoi. Ce premier trip d'Américains qui se baladent et qui font aujourd'hui ce qui sont les plus grands spots mondiaux où il y avait personne, où les gars les regardent avec des yeux ronds. Hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a 40, 50 ans. Aujourd'hui, il y a un vrai phénomène de surpopulation dans le surf. Comment vous vivez ça, vous ? Nous, le but des trips, c'est de partir surfer tout seul, de partir surfer des vagues qu'on ne sait pas surfer, parce que pour quelqu'un qui ne surfe pas, ça paraît communautaire. Ça l'est à terme, mais une fois qu'on est dans l'eau, il faut partager les vagues, il y a des règles de priorité. C'est un surfeur par vague. Donc, comme tu dis, maintenant, on est énormément dans l'eau. Donc, ça a créé des tensions, et nous, c'est vraiment pas ce qu'on recherche dans le surf. Il y a énormément de monde dans l'eau maintenant, mais il y a de moins en moins de vrais surfeurs, en fait. La cote de popularité du surf a explosé, l'accessibilité aussi. Et comme dit Ewan, il y a des règles de priorité, des règles de sécurité. Le surf est hyper codé. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un vrai gros n'importe quoi. Et du coup, dans l'eau, c'est compliqué, même en Bretagne, l'hiver, où avant, il n'y avait pas grand monde. Maintenant, les spots sont saturés. C'est pas un sport pour tout le monde, dans le sens où il y a pas suffisamment de vagues, en fait. Et du coup, dans l'eau, l'ambiance devient de plus en plus catastrophique, parce que chacun veut sa part du gâteau, et que le gâteau, il devient de plus en plus petit, et du coup, les gens sont de plus en plus sous tension. Et même si on a envie et que du coup, c'est pas qu'on vulgarise le surf, mais en tout cas, on participe aux médias de par Lost in the Swell, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, nous, on s'est mis au surf grâce à vous, ou à cause de nous. Et voilà, on n'y peut rien. On est des profs de surf. On adore. On a tellement galéré pour arriver à ce niveau-là que quand on enseigne le surf, on est content de donner les raccourcis aux gens, de le faire avec une meilleure péda possible. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'on revoit, c'était des kids qui sont maintenant devenus des adultes et à qui on a donné cette envie de surfer, qui sont devenus autant passionnés que nous. Et du coup, on les voit à l'eau, au line-up, au pic. Et maintenant, il y a une surpopulation et j'ai l'impression que c'est le début de la fin. Là, c'est un peu, ça devient problématique. Ouais. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que tout le monde fait un peu partie du problème, entre guillemets. Oui, c'est ça. Nous, on peut pas reprocher à des gens d'être dans l'eau parce qu'on est aussi là. Et c'est juste une connaissance, savoir par rapport à son niveau où aller. Et c'est vrai que nous, on a la chance de surfer depuis longtemps, donc d'avoir une bonne lecture de vagues, de savoir surfer, de pouvoir se déplacer, donc de pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et c'est vrai que maintenant, quelqu'un qui se met au surf, de but en blanc, qui a notre âge et qui n'y connaît rien, c'est rentrer dans une arène de gladiateurs sans avoir trop d'armes, et c'est pas évident. Ouais. Donc, pour moi, ça va se réguler comme ça. Nous, on dit qu'un surfeur devient un bon surfeur à partir de 10 ans de pratique. Et c'est pas que surfer le spot qui est à côté de chez soi, c'est aller surfer le spot qui est aussi un petit peu au nord, un peu au sud. Et avec le temps, on arrive on comprend un peu qu'est-ce qui se passe dans l'eau, quel est le niveau à l'eau. Mais même pour nous, il y a des fois, on arrive dans les Landes, je sais pas, on va parler de la piste à Cap-Breton. En fait, en 2 minutes, on voit que le niveau moyen, il est méga élevé, il y a que des pros à l'eau. Même nous, on va se décaler sur un autre pic parce que d'une, il n'y a pas la place. Et même si on a notre place, le niveau technique et d'engagement pour être à l'eau avec ces gens-là, de toute façon, on ne va pas toucher de vagues. On n'est pas dans l'eau pour se faire la guerre. Et du coup, on va prendre, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est prenez le temps de marcher 200 mètres au sud ou 200 mètres au nord et allez vous mettre peinard. Le truc, c'est que les gens sont des moutons. J'ai pas dit que les surfeurs... En gros, la plupart des gens, ils arrivent sur un spot, ils se garent tous sur le même parking, et ils vont tous à l'eau au même endroit, et en fait, ils ont tous la flemme de se décaler, de changer de spot, de changer de parking, ou de marcher encore une fois de 300 mètres vers le nord. Et ça, c'est ça qui... Rien que ça, déjà, si les gens se donnaient un petit peu, se mettaient un peu violence pour se déplacer, ça changerait beaucoup de choses. Ouais, alors après, il y a la bonne technique. Moi, je suis vraiment surfeur très intermédiaire. Ça va bientôt faire 10 ans, mais alors, je suis toujours un mauvais surfeur. Il y a quand même la bonne technique de se coller au groupe, au pic, pour voir où arrive la vague. Et je pense que c'est ça le côté un peu moutonnier. Et tu mets
voilà, je plaisantais un peu. Voilà, je suis arrivé au moment où j'arrive à peu près choisir où je me mets. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu connais pas, c'est hyper impressionnant un spot de surf. Et du coup, bah ouais, tu te dis, bah je vais aller me mettre à côté des mecs qui prennent des vagues, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est sûr que C'est ça crée, rassurant aussi, hein. c'est rassurant, mais bon, ça crée des accidents. problèmes. Ouais, Quoi. ouais. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Une petite question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous faites autre chose que du surf en termes de sport de glisse ou outdoor? Vous avez d'autres kiffs à côté? On s'est mis au foil. Du coup, on a sorti une vidéo, on a mis du temps. Hein. C'est compliqué le foil. Hein. On l'a appelé. Ouais, surf foil, ouais. On l'a appelé la cage au foil. D'ailleurs, la prochaine vidéo qu'on va sortir, le nom va être sympa aussi. Ça va faire rire du monde, je pense. Et on s'est mis au foil, et le foil, c'est vraiment le surfeur core crache sur tout ce qui est nouveau, le stand-up paddle et compagnie. Bon, encore le stand-up paddle, nous aussi, c'est pas l'utilité d'aller dans les vagues, c'est un autre sujet. Mais le foil, franchement, c'est révolutionnaire en termes de sensations, c'est hallucinant. C'est autre chose, mais c'est encore plus pointu que le surf techniquement en termes de sensations. On a vraiment l'impression de voler. C'est un tapis volant le truc. C'est très technique, c'est assez dangereux, mais en tout cas, une fois qu'on maîtrise la bête, c'est encore à une autre dimension que le surf. Ouais. Et l'intérêt, c'est que ça te permet d'accéder à d'autres spots qui ne sont pas surfés parce que c'est des vagues, on cherche pas le même type de vague. En fait, il nous faut juste une vague qui déferle sur un court moment pour pouvoir la prendre, avoir assez de vitesse, se lever et décoller. Et une fois qu'on est en l'air, là, on peut pomper, se déplacer où on veut et utiliser la force du moindre clapot. Donc en gros, peu de vagues, beaucoup de vent, onshore, au final c'est top et du coup notre vision du spot change et ça nous permet justement de redéblayer de nouveaux sentiers battus avec personne et donc de retrouver des nouvelles sensations aussi. Et voilà, et ça c'est top. Ouais. Ouais, Et après, je vous ai vu surfer un peu en foil, là, justement le fameux trip avec Corentin, mais Oui. c'était toi Ewen, ou je sais pas si c'était toi Nono, mais il y en a un de vous deux qui commence à bien se débrouiller. Ewen est plus fort que moi, ouais. Il a passé plus de temps. moi, j'en ai plus fait. Ouais. Ouais, voilà, ouais. C'était pas mal. On va voir les images du début quand t'es mauvais ou pas? Ouais, je vous invite à aller voir la cage au foil. Vous allez voir notre progression sur un an. Ok, On a mis ça va être rassurant un peu. Ouais, on a mis un an vraiment à maîtriser la bête. Et c'est vrai que maintenant, une fois qu'on arrive à prendre une vague, sortir de la vague, pomper, aller récupérer une autre vague. Et ça, pour un surfeur, c'est bluffant, quoi. Parce que toute notre vie, on a pris une vague et à la fin de la vague, tu te rallonges sur ta planche et tu rames, tu fais 15 canards pour remonter au pic. Là, tu pompes 3 fois, t'es au pic, tu reprends une autre vague, tu peux enchaîner les vagues comme ça. Et c'est très physique. Ça te demande énormément d'énergie au niveau des jambes. Comme dit Nono, c'est très pointu. Il faut vraiment ne pas faire d'erreur au niveau du placement, du regard des bras, des orteils, etc. Mais du coup, c'est complémentaire au surf. Et pour nous, ça c'est top. Et donc là, maintenant, on a plus de temps à faire de l'ordi pour passer des coups de fil. On est tout le temps dans l'eau, quoi. Ouais, c'est un peu le problème maintenant. Effectivement, il y a trop de supports. Le foil, c'est l'enfer. Donc si vous avez commandé un DVD, il faut attendre un peu. Un vinyle plutôt. Un vinyle, ouais. DVD, ça n'existe plus. C'est mythique. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a vraiment on le voit, hein, tous les surfeurs hardcore qui normalement, s'intéressent pas au sport de vent, par exemple. Oui. Le kite, tu parles à un surfeur de kite, la plupart ils s'en fichent, quoi. Par contre, le foil, on sent que le truc il prend fort, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Presque tous les pros, ouais. tous les pros Ouais, font. ouais, Il y a des vidéos folles de Jordan Florence, par exemple, qui raille de fort. Kyle Lenny forcément, mais voilà, il y a des trucs très intéressants qui sont en train de se passer grâce à ça, donc c'est cool. Merci les gars, c'était un moment très sympa. Ouais, en général, cool. pour finir mordu, j'aime bien poser la question du prochain invité. Qui vous aimeriez bien entendre sur le podcast Mordu pour un prochain épisode? Nous, il y a une vidéo qui vient de sortir qui s'appelle Le Cercle. Et le protagoniste principal, c'est Pierre Rollet, qui est un ambassadeur de chez Oxbow, qui surfe du Maxi Gros, qui d'ailleurs était à Nazaré, là, il y a 2 jours. On a vu des images. Et du coup, c'est un chouette petit bonhomme qui a toujours le smile, qui a un super spirit, qui est un très très bon sportif de haut niveau. Et du coup, je pense qu'il est à sa place dans l'émission. Ouais. Excellent. Écoute, je contacterai Pierre. On a son numéro si tu veux. Super, je le prendrai. Et il est en binôme avec Justine, qu'on a eu aussi le plaisir d'avoir sur le podcast. Ils font parfois team up sur Nazaré. Cool. Les gars, un grand merci. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous tous. Ouais. Et puis, j'ai hâte de voir les prochains épisodes et surtout le camion de pompiers. Ouais, le camion de pompiers. Tu seras pas déçu. Et juste un petit truc, comme disait Ewan, on est une association et du coup, on a monté sur Hello Asso Lost in the Swell. En fait, ça fait 12 ans qu'on s'est dit ça serait bien un jour d'avoir des adhérents. En gros, si vous adhérez, on vous envoie 2 stickers de Lost in the Swell, surtout une newsletter qui tombe assez régulièrement.
pour parler de nos futurs projets, parce qu'on communique jamais quand on part à l'aventure. Et des screenshots, enfin voilà, pas mal de choses. Et notamment, on a fait faire avec Oxbow des cartes numérotées dédicacées qu'on appelle les Gold Members. Donc en fait, nos followers qui sont abonnés sont les Gold Members. Donc ils reçoivent tout ça à la maison par la poste. Et du coup, ça leur permet de nous suivre d'être encore plus proches de l'actu des Lost. Canon. Donc Hello Asso, Lost in the Swell, et puis la chaîne Member. YouTube. Ouais, pour devenir Gold Member. Yeah. Voilà. See you guys. Bye. Yes, Merci. ciao. Ciao. Allez, à très bientôt. Ciao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce moment avec les Lost in the Swell. Je ne peux que vous inviter à suivre leurs aventures sur leur chaîne YouTube, un vrai régal. Je vous cache pas qu'en creux dans Mordu, on essaie de découvrir les meilleurs styles de vie et ces deux-là m'ont donné l'impression de bien se régaler. Si vous êtes fan ou que vous aimez le bon son, venez nous voir sur Insta sur Mordu le podcast. On vous fait gagner le vinyle dédicacé des Lost, une pièce de collection. Si vous avez aimé cet épisode, mettez vos commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre app d'écoute, ça nous aide beaucoup. Je vous invite aussi à écouter l'épisode d'un autre aventurier du quotidien, Mathieu Torder. C'est l'épisode 21 et devrait finir de vous convaincre de tout plaquer pour partir en exploration. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. À très vite sur Mordu.